Bonjour! Cette fois-ci, on est rendu à la consolidation du chapitre 6, page 163, et c'est une belle série d'activités. C'est un peu plus long que d'habitude dans ces capsules-là. C'est une belle série d'activités parce que on va y voir des exemples de questions qu'on pourrait retrouver dans des examens. Et on nous demande souvent de réfléchir intérieurement par rapport au concept qu'on a étudié, au lieu de simplement chercher une réponse dans les notes de cours. Alors, l'importance de se corriger-là, c'est justement vous aider à voir si vous avez bien compris, bien réfléchi. Si vos réponses ressemblent aux miennes, vous êtes dans la bonne voie pour la réussite. Commençons maintenant. Première série de questions, on va y aller dans l'ordre, bien sûr, là. Alors ici, on parle de l'insolation, qu'on a vu au tout début du chapitre. L'insolation qui est la quantité de rayonnement solaire, comme ça, qui réussissent à se rendre jusqu'au sol. Il y en a certains qui vont être bloqués par les nuages, d'autres bloqués par la couche d'ozone, mais il y a quelques rayonnements qui vont se rendre au sol. La quantité de rayons qui parviennent au sol, ça s'appelle l'insolation. Quantité de rayons par surface, par unité de surface. On va voir ici, parmi les facteurs suivants, entourer ceux qui influent sur l'insolation. Ça veut dire les facteurs qui ont une influence sur l'insolation. Est-ce que la présence de nombreux nuages modifie la quantité de rayonnement qui arrive au sol, modifie l'insolation? Bien oui, effectivement. S'il y a beaucoup de nuages, il y a moins de rayons qui se rendent au sol. Remarquons que la question est au pluriel, alors ça se peut qu'on en ait plusieurs à encercler. Est-ce que la température de l'eau a une influence sur l'insolation? Si j'ai un lac ici, un lac ou un océan, est-ce que la température de l'eau va changer la quantité de rayons qui vont réussir à se rendre au sol? Non, je ne vois pas comment. On n'a pas mentionné ça du tout. La température de l'eau ne va pas affecter l'insolation. On ne choisit pas. La position géographique autour de la Terre. Si ça, c'est notre jolie planète, zoom, avec sa ligne de l'équateur, est-ce que la position géographique sur Terre a une influence sur l'insolation? Oh que oui! Les régions qui sont situées près de l'équateur reçoivent leur insolation sur une petite surface, alors que les régions polaires vont recevoir les mêmes rayons, mais qui vont s'étendre sur une plus grande superficie. Alors, la position sur Terre a un impact. L'épaisseur, ensuite, de la couche superficielle. Quand on parle de couche superficielle, il faut vraiment bien lire ici, on ne parle pas de la couche d'ozone. Couche superficielle, c'est la croûte terrestre. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de sol avant d'arriver au magma? Ça ne changera pas la quantité de rayons qui frappent la surface. Donc, on ne choisit pas l'épaisseur de la couche superficielle. Non! La saison. Mais de ce qu'on a vu, oui, les saisons sont des facteurs parce qu'en été, l'orientation est plus près de l'équateur. En hiver, on est plus loin. Donc, oui, la saison a une influence sur l'insolation reçue sur un territoire, donc le moment dans l'année. Et puis là, l'heure de la journée, réfléchissons un peu. Ce n'était pas dans les 5 facteurs qu'on a vus dans le tableau, mais est-ce que c'est logique de choisir l'heure? Bien oui. Lorsqu'il est midi, les rayons du soleil arrivent beaucoup plus directement sur une surface, alors qu'au matin ou au soir, ces rayons-là sont un petit peu plus déviés, traversent une plus grande partie de l'atmosphère. C'est d'ailleurs pour cette raison que les levées et couchers de soleil, le ciel n'a pas la même couleur. Question 2. Une page, une question, ça va bien, ça. 2, il y en a une petite en bas. Complétez le tableau suivant. Dans la deuxième colonne, j'imagine que ça c'est la première, deuxième, troisième. Pour chaque surface représentée, la surface c'est de la neige, une piste ou une route asphaltée. Oui, c'est de même que ça s'écrit asphalte, je savais pas. Des maisons recouvertes de chaux, on parle de la chaux, genre de la substance de la craie ici, là, et non pas de la chaleur, voyons donc. Et puis des panneaux solaires à cellules photovoltaïques. Ça, c'est les différentes surfaces. Il faut indiquer si le rayonnement solaire est absorbé ou réfléchi. Cochez la case appropriée. Oh, challenge! Et dans la dernière colonne, nommez le facteur responsable de l'absorption ou de la réflexion. Et ici, on va donc parler de l'albédo, le pouvoir réfléchissant des surfaces qui sont pâles. Regardons la neige, c'est très très pâle, c'est un cristal blanc en fait tellement miroitant. Dans ce cas-là, le rayonnement solaire sera bien sûr réfléchi. Qu'est-ce qui fait en sorte que le rayon est réfléchi? C'est carrément la couleur de la neige, la couleur blanche de la neige. La couleur blanche. On dirait que quand j'ai pas de ligne, j'écris mal. Ça me prend des lignes en dessous. De la neige. Je vais faire un test.
c'est le facteur qui est responsable de la réflexion. Deuxième image, une piste asphaltée. Ben là, la piste est beaucoup plus foncée que si elle était toute blanche, elle est noire, grise, gris foncé. Les rayons ont tendance à être absorbés parce que l'albédo est faible, donc la réflexion est faible. Ce qui fait que c'est absorbé, c'est la couleur foncée de la route. Enfin, je vais me faire, si j'essaie de tracer des lignes droites, est-ce que j'écris mieux si j'ai des lignes? Oui, on a une ligne, deux lignes. Et on note la couleur foncée de la route. La couleur... On dirait que c'est mieux. Foncé, ou c'est moi qui prends plus de temps, de la route. On dirait que c'est mieux écrit. Bizarre. Troisième, les maisons qui sont couvertes de chaux. De la chaux comme de la craie. Alors, à ce moment-ci, c'est couvert de substances blanches. Les maisons blanches comme ça, la lumière sera réfléchie. On a un albédo très élevé à cause de la couleur blanche de la chaux. Donc, la raison ici, la couleur blanche de la chaux. On met ça comme ça. Ligne. 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 Qui a dit qu'on avait besoin d'une règle pour faire des lignes? On a besoin d'une règle pour mesurer. La couleur blanche. Et petit h de la chaux. Next! Des panneaux solaires à cellules photovoltaïques. C'est quoi l'objectif de ces panneaux-là? Prendre la lumière, la transformer en électricité. Donc, ce qu'on veut, c'est réussir à absorber le plus de lumière possible. Pour ça, ben, il faut que le panneau solaire soit fait de petites cellules le plus foncées possible pour absorber cette lumière-là. Donc, il faut une absorption ici. Pourquoi il y a une absorption? À cause de la couleur plutôt foncée des cellules. La couleur foncée des cellules. Les cellules, ce sont les petites unités carrées qui constituent les panneaux photovoltaïques. Ouais, décidément, c'est mieux quand j'ai des lignes. Numéro 3, en bas de la page. Parmi les moyens technologiques de production d'énergie suivants, tous des moyens de production d'énergie ou de captation, lesquels contribuent à diminuer l'effet de serre renforcé. Écoutez, puisque l'effet de serre renforcé est produit à cause des GES, qu'on libère, des émissions de GES, ça veut dire que toute méthode qui ne produit pas de GES va nous aider à limiter ou à diminuer la production de ces gaz-là. Donc, on a panneaux solaires à cellules photovoltaïques. Quand on les utilise, ça ne produit pas de GES, donc c'est très bon. C'est bon, on les veut. Ils ne contribuent pas à l'augmenter, ils contribuent à le diminuer, on le veut. Les éoliennes, quand on les utilise, elles ne produisent pas de GES, elles ne brûlent pas de combustible fossile, donc on les choisit. Les panneaux solaires thermiques, ils récupèrent la chaleur que le soleil envoie sur une surface, donc pas rien de brûler là-dedans. On dit thermique, mais on ne brûle rien, on réutilise la chaleur du soleil. Donc, c'est bon. Ça veut dire que les trois méthodes qu'on a là aident à diminuer l'effet de serre renforcé. On va choisir toutes ces réponses. C'est assez rare dans une question où est-ce que le choix de toutes ces réponses est la bonne réponse. Des fois, il faut se faire confiance. Numéro 4. Nous avons un calendrier lunaire du mois de février 2033. Oui, parce que nous autres, on voit dans le futur. On demande, blablabla, on a plein d'illustrations, mais on va regarder les questions qu'on cherche. Combien de marées hautes et basses y aura-t-il le 14 février? Bon, en particulier, on cherche le nombre de marées hautes et basses qu'il va y avoir, le phénomène lunaire qui a lieu le 14 février. À part la Saint-Valentin, c'est pas un phénomène lunaire, ça. Et qu'est-ce que ça signifie en ce qui a trait aux marées? Elles seront comment? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Donc, les marées, qu'est-ce qui va expliquer qu'elles sont comme ça? Et à quelle date approximative y aura-t-il des marées de morte eau? Ah, voilà pourquoi on a le calendrier lunaire. C'est pour savoir à quelle date nous aurons les marées de morte eau. Bon, commençons par la première. Il ne faut pas trop se casser le coco. Combien de marées hautes et basses y aura-t-il le 14 février? Et la réponse, c'est le même que n'importe quel autre jour, c'est-à-dire 4, monsieur. Il y aura bien sûr 4 marées par jour. 4 marées, c'est-à-dire 2 marées hautes, 2 marées basses.
il y aura 4 marées. Bien oui, à chaque 6 heures, il y a une marée, donc sur 24 heures, ça t'en fait 4. C'est pas... B. Quel phénomène lunaire particulier aura lieu à cette même date? Qu'est-ce qui se passe le 14 février? Bon, on voit une lune complètement ronde, c'est la PL, la pleine lune. Ben, le phénomène lunaire, c'est la pleine lune, avec les loups-garous et tout ça, là, tu sais. Ah, pleine lune. S'y penses-tu? Soir de pleine lune, 14 février, c'est romantique. Pourquoi ils ont mis la Saint-Valentin en plein hiver en passant? Ça n'a pas rapport. Tu veux sortir avec quelqu'un, l'amener dans un, je sais pas, dans un resto, un bistrot à l'extérieur, un parc, n'importe quoi. Mais non, il faut que ce soit à l'intérieur parce qu'on a tous des gros manteaux. Il fait fret en février. C'est mal pensé. Changeons ça. Pétition pour changer la date de la Saint-Valentin. C. Bon, on a une pleine lune à ce moment-là. Question C. Qu'est-ce que ça signifie en ce qui a trait aux marées? Donc, si on a une pleine lune, comment seront modifiées les marées à cause de ça? Quand on a un système de pleine lune, c'est parce que la Lune, la Terre et le Soleil, Terre, Lune, Soleil, sont alignés. Donc, l'effet de la Lune tire des marées plus fortes, l'effet du Soleil tire des marées plus fortes. On se ramasse avec les phénomènes qu'on appelle des marées de Vivo. On pourrait écrire, on aura des marées de Vivo, des marées de vive eau. Et je veux juste compléter en disant qu'est-ce que ça implique une marée de vive eau. Ça veut dire de forte amplitude, hein, des marées très intenses, des marées hautes très hautes et des marées basses très basses. De forte amplitude, donc la différence entre les deux marées sera très remarquée. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Bien, je viens de le mentionner. L'alignement des astres qui fait en sorte que la Lune et le Soleil combinent leurs forces d'attraction. On pourrait écrire l'addition des forces gravitationnelles. C'est ça qu'on avait mentionné plus tôt dans le chapitre. L'addition des forces gravitationnelles. Elles s'additionnent l'une à l'autre. Soleil plus Lune égale une marée plus grande. Et enfin, à quelle date approximative y aura-t-il des marées de morte eau? Bien, si les marées de vive eau se produisent lorsque les astres sont alignés, celles de morte eau, celles de très faible amplitude, vont se produire lorsque la Terre se fait voler son eau par la Lune dans une direction et par le Soleil dans une autre direction. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a un Soleil qui éclaire la moitié de la Lune, donc on voit une demi-lune. On appelle ça le premier quartier. Et on va avoir le même phénomène au dernier quartier. Ces quartiers de lune, on les cherche. Quartier, quartier, quartier. Ouais, pas mal le 7. Le 7, on a une demi. Comme ça, ce serait le premier quartier. Et le dernier quartier, avant de disparaître, le 22. Donc, on aurait le 7 et le 22 février. Le 7 et 22 février. Ce seraient les journées qui vont obtenir ces marées de morte eau. 5e question. Pour illustrer la circulation atmosphérique, une enseignante de sciences insère de la fumée, ne pas inhaler les fumées, man, dans un contenant fermé hermétiquement. Donc la boucane reste dedans. Pfiou! En plaçant un carton noir derrière le contenant, elle permet aux élèves de visualiser le contenu, voir l'illustration. Oui, on a une petite bac avec de la boucane, on a compris. Par quel moyen l'enseignante pourrait-elle faire en sorte que la fumée circule rapidement à l'intérieur du contenant? Tu t'en souviens, j'ai fait une démonstration semblable à ça en classe. On veut que la fumée circule, donc qu'elle monte et qu'elle redescende. Comment on a fait ça? On a créé un mouvement de convection. On a créé un mouvement où est-ce que l'air circule en s'élevant et ensuite va redescendre. Comment on a fait ça? On avait besoin d'une source de chaleur d'un côté. J'avais allumé une petite lanterne, une petite chandelle avec une flamme qui va réchauffer l'air de ce côté-ci, le rendre plus léger, le forcer à monter, se faire remplacer par l'air froid plus lourd qui redescend. Donc, qu'est-ce que devrait faire l'enseignante? Ben, elle devrait faire comme moi, créer un mouvement de convection, créer un mouvement MVT. C'est une abréviation qui veut dire mouvement, mais on ne dit à personne. Un mouvement de convection, ça je l'écris au complet, c'est un terme qu'il faut bien utiliser. Et comment il va faire son mouvement de convection? Ben, avec une source de chaleur dans un côté. Avec une source de chaleur
d'un côté. Voilà. Je dis source de chaleur au lieu de chandelle parce que son contenant est hermétiquement fermé. Fait qu'elle pourrait mettre ça au-dessus d'un plat qui était très chaud, puis de l'autre côté, ici, elle mettrait un bloc de glace, ça aurait le même effet. Prochaine question. On tourne. Numéro 6. Oh là là. Nommez 3 éléments communs au cyclone et à l'anticyclone. Des éléments communs au cyclone et l'anticyclone. Ben, qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces deux phénomènes-là? Ben, ils impliquent tous les deux des grosses masses d'air. Ils impliquent de grandes masses d'air. On pourrait marquer ça. Il y a plusieurs réponses qui seraient bonnes ici. Si vous avez trouvé une similitude ou quelque chose qui se ressemble entre les deux, vous avez une bonne réponse. Moi, j'écrirais ça, je l'aime bien. Ils impliquent, ENT, des mouvements de grande masse d'air. De grande masse d'air. C'est pas une petite convection de rien du tout, là. On pourrait aussi mentionner que ça implique des masses d'air qui montent ou qui descendent. C'est semblable. Il y en a une qui monte, puis l'autre descend. Ils ont ça de commun. C'est le type de mouvement vertical. Tu sais. Qu'est-ce qui va se passer? En dessous d'un cyclone, le temps va changer, ça va créer des nuages. En dessous d'un anticyclone, on va enlever les nuages, on va avoir un ciel plus clair, ensoleillé. Donc, ça change la météo, ça change les conditions météo sous chacun d'eux. Donc, les conditions météo, on va dire un lait. Les conditions météo vont changer, la température va changer. Si tu dis la température change en dessous de chacun, c'est très bon. C'est juste que c'est plus long à écrire les conditions météorologiques changent sous eux. Ah, c'est pas beau écrit comme ça. Change sous eux. Sous eux, les cyclones et anticyclones. Ben oui, effectivement, comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mentionner d'autre sur ces mouvements de masse d'air? Ben, ils sont dus à la convection. Hein? Ils sont dus à... faut que je vérifie comment ça s'écrit, ça. À la convection. Non, j'édite pas mon vidéo. J'assume mon erreur s'il y en a une. Ils sont dus à la convection. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter si vous en avez d'autres, en autant que c'est semblable pour l'un et l'autre. C'est tout à fait acceptable. C'est rare qu'on cherche des similitudes. D'habitude, on cherche des différences entre eux. Alors, on pourrait mentionner qu'il y en a un qui utilise l'air chaud, l'autre utilise l'air froid. On pourrait mentionner que, tiens, si on appelle ça un cyclone, c'est parce que ça monte en tourbillonnant, et l'anticyclone, lui, il descend en tourbillonnant. On pourrait aussi mentionner, tiens, ce sont des mouvements circulaires. Ce sont des mouvements, tu te rappelles, MVT, circulaires. Donc, l'air tourne. Oui. Bon, pas pire ça. Numéro 7. Hey, si tu en cherches d'autres, tu vas être sûr que le tien est bon. Demande de moi pendant un cours ou entre deux périodes. Numéro 7. Tu peux m'écrire aussi. Pourquoi l'effet de serre naturel est-il nécessaire? Oui, l'effet de serre naturel est nécessaire. On avait mentionné qu'on a besoin de ces gaz-là pour garder de la chaleur près du sol. Parce que sinon, pendant la nuit, piouf, on perd toute cette chaleur-là et on gèle solide, man. Donc, pour rester chaud, y a-t-il quelque chose qui nous manque ici là, pour que la température reste chaude? Pour maintenir un équilibre des températures favorables à la vie telle qu'elle existe présentement. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Pour maintenir un équilibre des températures favorables. Ça ne peut pas être mauvais. C'est bon, effectivement. On garde les températures correctes pour qu'il y ait du vivant. C'est bien dit comme ça, c'est très poétique. B, c'est-tu bon aussi? Pour réchauffer les régions polaires et leur permettre d'avoir un été agréable. Ben non, les régions polaires sont faites pour rester frettes. C'est pas bon, ça. C'est pas pour ça qu'il y a un effet de serre naturel. Voir que ça... il faut que ce soit confortable pour les gens qui vivent là. Non, ils vivent ailleurs. Pour conserver toute la chaleur émise par le soleil au niveau de la surface terrestre. Ah, pour conserver toute, à cause du mot toute, il ne faut pas choisir ça. On ne peut pas toute la chaleur, on va en garder une partie, voyons. Et pour envoyer des gaz à effet de serre produits par les humains vers la... Ben non, l'effet de serre naturel, c'est pas nettoyer la Terre. L'effet de serre, c'est conserver la chaleur pour garder des températures favorables.
Numéro 8. En numéro 8, lequel des graphiques suivants montre la façon dont la concentration des GES influe sur l'effet de serre? Donc, lequel des graphiques est vrai? On a l'effet de serre à la verticale et on a la concentration de GES en bas. Donc, plus les GES augmentent, plus l'effet de serre augmente. Mais s'il y a 0 GES, il y a 0 effet de serre. Ben, là, j'ai un problème, parce que l'effet de serre naturel, ça veut dire que même sans l'activité humaine, il devrait quand même y avoir un certain effet de serre. Donc, ça, c'est pas bon. B, ça dit que plus il y a de GES, plus la concentration de GES augmente, moins l'effet de serre est présent. C'est faux. L'effet de serre est supposé être plus fort. C, ça dit que si l'effet de serre va être toujours le même. Peu importe la concentration, l'effet de serre est toujours le même. C'est pas vrai. Lui, je l'aime bien parce qu'il ressemble au premier, il y a une augmentation, mais il y a une ordonnée à l'origine. Ça veut dire que même sans l'activité des humains, il y a un effet de serre naturel. On choisit ça. C'est le graphique qui correspond. Tu vois, ça, c'en est un exemple de question où, oh là là, il y a de la réflexion à faire parce que il n'y a nulle part dans les notes de cours, ces graphiques-là. C'est juste pour voir si on a bien compris que plus il y a de GES, plus l'effet de serre augmente. Et il y a quand même une base naturelle où est-ce qu'il n'y a pas 0 effet de serre, il y en a un quand même à cause des gaz de l'atmosphère. Prochaine question. Numéro 9. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Deux masses d'air de même température et de même pression atmosphérique peuvent-elles se succéder? Entourer la bonne réponse. Est-ce qu'elles peuvent se succéder? Donc moi, j'habite ici. J'ai une masse d'air de, je sais pas, d'une certaine température, d'une certaine pression, qui sont égales à la température et la pression d'une autre masse d'air qui s'en vient la remplacer. Donc, elle s'en va par là, elle va me suivre. Est-ce que ça se peut que deux masses d'air identiques se succèdent? Ce qu'on a vu comme description d'une masse d'air, c'est une grande quantité de l'atmosphère qui a la même température, la même humidité puis la même pression. Mais si c'est la même température, la même pression, c'est la même masse d'air. Donc ça, c'est une seule. C'est pas deux masses d'air, c'est une seule masse d'air. Donc non, ça ne peut pas arriver que deux masses d'air identiques se succèdent parce qu'on ne verrait pas la différence. Donc, il n'y a pas de succession. C'est la suite logique. C'est la même masse d'air. Fait qu'on ne peut pas choisir le oui parce que ça dit oui. Donc, nous, c'est non. Est-ce que c'est non parce que leur déplacement serait trop différent? Ben non. Est-ce que c'est non parce qu'elles ont les mêmes caractéristiques? Oui, ont les mêmes caractéristiques. Alors, elles forment une seule et même masse d'air. C'est exactement ce que je disais. On dirait que je l'ai lu avant. Incroyable. Effectivement, on a les mêmes caractéristiques. Donc, c'est la même masse d'air. Ce n'est pas une succession. Numéro 10. On peut descendre la caméra un peu. C'est tout flou. L'effet de serre renforcé provoque plusieurs changements dans l'environnement, notamment une hausse des températures à l'échelle du globe. Pas à l'échelle de ta ville. À l'échelle du globe, la moyenne de la température augmente. Comment ce réchauffement des températures peut-il avoir un impact sur la circulation atmosphérique? Cochez les bonnes réponses. Bon, on a mentionné que s'il y a du vent et que l'atmosphère se déplace et des boucles de convection, c'est parce qu'il y a des régions plus chaudes, des régions plus froides. C'est les mêmes régions depuis des milliers d'années, donc les vents sont pas mal stables, toujours les mêmes, on connaît nos climats. Cependant, s'il y a un réchauffement de certaines régions, on pourrait avoir des régions froides qui deviennent chaudes, des régions chaudes qui deviennent plus fraîches. À ce moment-là, ça change le sens de la cellule de convection de cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui est là-dedans vrai? Qu'est-ce qui pourrait être un impact sur la circulation atmosphérique? L'effet de serre renforcé perturbe la boucle de convection entre l'équateur censé réchauffer l'air et les pôles responsables de son refroidissement. Bien, oui, parce que justement, si on a des régions plus chaudes au pôle et moins chaudes à l'équateur, bien, il n'y aura pas la même boucle de convection, elle va être plus lente, donc la circulation de l'air va être perturbée. B. Il diminue l'albédo en faisant fondre les glaciers et les banquises. Je t'en ai parlé en classe. Les changements climatiques qui réchauffent l'atmosphère, si ça fait fondre les glaciers blancs et les banquises blanches, alors l'albédo devient plus faible. On diminue l'albédo, renforçant ainsi la hausse des températures. Bien oui, c'est vrai, il va y avoir des règlements. Et ça, c'est ce qui inquiète beaucoup les chercheurs en ce moment. Ils se rendent compte, ouais, plus il fait chaud, plus les glaces fondent, et moins il y a de glace, plus l'albédo est faible, puis ça absorbe encore plus de chaleur, donc plus il fait chaud encore.
Et C, il provoque une hausse du niveau des océans, c'est pas faux, qui vont rapidement refroidir l'air ambiant. Non, les océans ne refroidissent pas l'air ambiant, ils deviennent plus chauds, provoquant un arrêt de la circulation atmosphérique. Non, ça c'est pas vrai. On ne choisit pas ça parce que si on n'a plus de glace dans les océans vont devenir plus chauds, pas plus froids. Ça ne marche pas ça. Numéro 11. Pour chaque photo, indiquez si la situation représentée contribue à augmenter ou diminuer l'effet de serre. OK? Dans la dernière colonne, pour les situations qui augmentent l'effet de serre, déterminez le ou les gaz impliqués. CO2, CH4 ou N2O. Bon. Hey, on n'a jamais parlé de ça, mais réfléchissons. L'absorption de la lumière par les récifs de coraux. Les coraux sont des organismes où est-ce qu'on a une petite créature du règne animal qui vit avec une créature du règne végétal. Donc, une algue qui vit à l'intérieur d'une espèce de squelette, un petit animal qui vit à l'intérieur d'un squelette d'algue et vice-versa. Et ce que ça fait, le corail, c'est que ça prend le CO2 qu'il y a dans l'eau, ça le fixe à son genre de squelette, si on peut dire. Tu sais, je mets des petits crochets comme ça, squelette, pour l'aider à sa croissance. Tu sais, toute photosynthèse va absorber du CO2. Alors, si on absorbe le CO2, on diminue la quantité de GES. Donc, on diminue l'effet de serre. Et on diminue l'effet de serre parce qu'on va piéger du CO2. On va piéger le CO2 dans les coraux. Le carbone peut être piégé dans les océans grâce aux récifs coralliens. Il faut les protéger. C'est une espèce de système d'élimination de CO2. Deuxième situation, l'élevage de bovins. Merci pour ton bœuf haché et ton lait et tous tes autres produits délicieux. Alors, l'élevage des bovins, quel impact ça a sur l'effet de serre? Je t'en ai parlé. L'élevage des bovins massifs va entraîner beaucoup plus de décomposition, beaucoup plus de déchets. Tu sais, ça mange une vache, ça a des déchets qui ressortent, et les déchets qui sortent, ils ont surtout du CH4, quand ça sort par un bout, et la respiration cellulaire quand ça sort par l'autre bout. Fait qu'on devrait faire augmenter les gaz à effet de serre à cause d'eux, le CH4 produit par la décomposition et le CO2 produit par la respiration d'une grande quantité de bétail. Et finalement, les éruptions volcaniques. Oh, feu! Et qui dit feu dit combustion. Quand il y a combustion, il y a libération de CO2. Donc, plus de CO2 qui sort dans l'atmosphère. Donc, augmentation de gaz à effet de serre à cause du CO2. Fait qu'il n'y en avait aucun qui était relié aux oxydes nitreux, effectivement. On va associer les oxydes nitreux, je te rappelle, aux engrais, l'utilisation d'engrais. Ce n'est pas une vache qui mange de l'engrais ici. Verso numéro 12. Je crois que pour plusieurs groupes, on a fait cette page-là en classe, mais par souci de rigueur, on va la refaire ensemble ici. Si vous l'avez déjà faite, vous pouvez sauter à la suivante. Sinon, de toute façon, c'est quand même bien d'écouter ces explications une deuxième fois. Le schéma ici, c'est un schéma de concept sur l'effet de serre. On nous suggère ici de prendre les mots de la banque qui sont là et de les placer aux différents endroits là-dedans. Exécution. Changement de crayon. D'abord, l'effet de serre, il y a deux cases ici. Comme s'il y avait deux sortes d'effets de serre. Un qu'on n'a rien à dire dessus et un autre où est-ce qu'on va le décrire beaucoup. On va dire, celui-là, il est causé par, il va entraîner des conséquences. Moi, je pense tout de suite à l'effet de serre naturel puis l'effet de serre renforcé. On a ça comme choix, renforcé et naturel. Puis je mettrai l'effet de serre naturel à gauche parce qu'on a beaucoup plus de choses à dire sur l'effet de serre renforcé. Donc, naturel, je le place à gauche. Je vais mettre ici. Naturel et renforcé. Ensuite, l'effet de serre renforcé. Qu'est-ce qu'il entraîne, lui? Bien, on va rayer ça. Renforcé, on l'a utilisé. Naturel, on l'a utilisé. Qu'est-ce qu'il entraîne comme conséquence? Bien, l'effet de serre renforcé veut dire plus de GES, plus d'effet de serre, plus de capture de chaleur. Donc, il fait plus chaud. Y a-t-il quelque chose là-dedans qui nous dit qu'il va faire plus chaud? La température augmente. Il n'y a pas plus de rayonnement solaire. L'énergie reste captive dans l'atmosphère. OK.
Mais le réchauffement climatique est plus direct avec ce qu'on dit, là. Il va faire plus chaud, on parle du réchauffement du climat. Donc, on va choisir réchauffement climatique pour aller ici. Ça entraîne le réchauffement climatique. Même si ce n'est pas un terme que j'affectionne, je préfère changement climatique, mais un effet de serre, sa job, c'est garder de la chaleur. Donc, c'est vrai que lui, il réchauffe le climat. Le réchauffement climatique qui provoque, entre autres, qui provoque quoi? Bien, ça provoque des désagréments. Alors, quelles sont les conséquences négatives qu'on peut trouver ici? Sécheresse et inondation, c'est assez négatif, ça. Du vent, c'est pas tant une conséquence de l'effet de serre. Mais la fonte des glaciers et des banquises, oui. Y a-t-il une troisième? Oui, le dégel du pergélisol. On va noter ces trois-là. Ce sont trois conséquences négatives qui viennent avec l'effet de serre renforcé. Sécheresse et inondation. Sécheresse et inondation. On mentionnait aussi dégel du pergélisol. Dégel du per pour permanent, gel pour gelé, sol pour le sol gelé en permanence. Mais là, il dégèle parce qu'il fait trop chaud, fait qu'il n'est plus gelé en permanence. Donc, un paquet de matière en décomposition va maintenant se libérer dans l'atmosphère, faire encore plus de GES. Et puis, on mentionnait aussi la fonte des glaciers et banquises. Fonte des glaciers et banquises qui va faire en sorte qu'il y aura un albédo plus faible, donc encore plus de chaleur captée sur la Terre. Et les glaciers sur les montagnes, quand ils vont fondre, ils vont ajouter leur eau à l'océan. Les banquises en fondant, par contre, ne vont pas ajouter de l'eau dans les océans parce qu'ils sont déjà dans les océans, ils prennent déjà de la place, fait que le niveau ne va pas monter à cause des banquises. Cependant, si on rajoute plus d'eau douce dans les océans, l'eau de mer va être moins salée. Mais là, c'est plate pour tout ce qui est organisme vivant qui est habitué à vivre dans l'eau salée. Qu'est-ce qui nous reste? Bon, on a placé sécheresse inondation, on a placé fonte de banquise, on a placé dégel du pergélisol. On a des cases en haut aussi. L'effet de serre est produit par... Il est produit par quoi? Il est produit... J'ai vu quelque chose tantôt qui parlait de capter la chaleur. C'était quoi? Lui. L'énergie du rayonnement solaire qui reste captif. C'est ça l'effet de serre. Il est produit par l'énergie du rayonnement qui reste captif dans l'atmosphère. C'est long à écrire, hein? Mais si tu ne l'écris pas, tu ne fais pas l'effort, ton cerveau ne s'en souviendra pas. L'énergie du rayonnement solaire qui reste captif, dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Voilà. Piou! Donc ça, c'est bien notre effet de serre, tout court. Alors, ensuite, notre effet de serre renforcé, il est causé par quoi? Bien, il est causé depuis l'industrialisation, là, par la grande quantité de GES qui augmente, donc par les émissions de GES. Il est causé par les émissions de GES provenant principalement de quoi? On avait dit l'utilisation de combustibles fossiles, la combustion de combustibles fossiles, combustion de... Il n'y a jamais assez de place là-dedans. Combustible fossile. Enfin, on rajoute. En passant, combustible, ça veut dire chose qui peut entrer en combustion, donc chose qui peut brûler. Fait qu'une paire de bois, c'est un combustible. Fossile, par contre, ça veut dire que c'est une ressource qui provient de la pétrification, qui vient de la compaction d'organismes vivants il y a des millions d'années, qui se sont lentement décomposés pour faire cette espèce de bouillie, le pétrole, ou ce genre de petit minerai, le charbon. Alors, ces émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être réduites par... Alors, qu'est-ce qu'on a comme technologie qui peuvent réduire les gaz à effet de serre?
bien, il faudrait utiliser des ressources qui sont renouvelables et des ressources qu'on n'a pas besoin de brûler. Donc, on pourrait parler ici là, de l'utilisation de ressources et d'énergie renouvelables. L'utilisation de ressources énergétiques renouvelables. Hey, commentaire à ceux qui font les cahiers. Je ne sais pas si vos parents travaillent là-dedans. Laissez plus de place. Franchement, il faut que j'écrive minuscule là-dedans. Là. Ça ne rentre même pas. Donc, on a placé l'utilisation de ressources énergétiques renouvelables. Comme quoi, par exemple? Bien, ce qui nous reste, il nous reste le rayonnement solaire et le vent. C'est vrai, ce sont deux ressources énergétiques renouvelables. Le vent et le rayonnement. Rayonnement solaire. Eh oui, on dit que c'est renouvelable, justement parce qu'on ne l'épuise pas en l'utilisant. Dernière page, déjà. Enfin! Tu comprends que ce n'est pas juste un devoir, c'est une activité de préparation à un examen. Tu peux te réutiliser ces fiches-là pour étudier en même temps que ton cahier d'aide-mémoire. Allo Prof est aussi une belle situation pour aller chercher des exemples d'exercices sur chacun de ces sujets-là. Tu as juste à taper le sujet, genre gaz à effet de serre ou bien ressources de l'atmosphère. Puis Allo Prof va te suggérer des fiches d'études. Il va même te suggérer des fois des exercices à faire, des activités, pour voir si tu es bon, pour prouver que tu es prêt. 13. Les systèmes technologiques suivants exploitent différentes ressources énergétiques. OK. Qu'ont-ils en commun quant à leur fonctionnement et à leurs avantages ou désavantages? Donc, ils ont-ils des avantages communs, des désavantages communs, ou est-ce qu'ils fonctionnent d'une façon semblable? OK. Les panneaux solaires, on va comparer ici les panneaux solaires à cellules photovoltaïques et les panneaux solaires thermiques. À part le fait qu'ils soient des panneaux, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Des panneaux de tous les deux, monsieur! Seigneur! Bien, déjà, on pourrait mentionner que les deux utilisent l'énergie du rayonnement solaire. Hein? Si on ne cherche pas trop longtemps, là, c'est des panneaux solaires à cellules et des panneaux solaires thermiques. Donc, ils utilisent le rayonnement solaire pour fonctionner. Le rayonnement. Et j'aime pas ce crayon-là, finalement. Rayonnement solaire pour fonctionner. Oui. Si on ne se creuse pas trop la tête, on y va sur leurs avantages. Ils ont les mêmes avantages. Toutes ces technologies-là renouvelables ont les mêmes avantages. On pourrait aussi mentionner qu'ils émettent aucun GES. Ils émettent aucun GES. On pourrait aussi mentionner qu'ils ne sont pas polluants, donc aucune pollution. Si on ne se casse pas la tête. Si on veut creuser un petit peu plus, mais on pourrait penser au fait que ces appareils-là peuvent donner de la chaleur à ta maison, peuvent donner de l'électricité à ta maison, même si tu n'es pas connecté à une centrale. C'est simple, tu peux installer ça chez vous, chez toi, tout seul, puis tu as ton énergie. Donc, c'est quelque chose de portable qu'on peut installer loin des grandes villes. On peut installer ça en plein milieu d'un champ, dans une forêt éloignée, tant qu'on a de la lumière du soleil qui peut les rejoindre. Donc, même principe. Les thermopompes et les éoliennes, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Bien, sur leur fonctionnement, pas beaucoup, parce que l'éolienne utilise le vent, la thermopompe n'utilise pas une ressource. Par contre, c'est deux systèmes qui n'émettent aucun GES, on pourrait dire. Pas de GES, pas de pollution. C'est des systèmes là, qui sont des systèmes d'appoint quand même. Ce n'est pas un système qui va chauffer complètement ta maison, mais c'est un système d'appoint. On pourrait mentionner ça si on ne se crosse pas la tête. Panneaux solaires thermiques et thermopompes. Tiens, on parle de thermos ici, de chaleur. Bien, les deux permettent de conserver la chaleur dans ta maison, donc de obtenir, ou recycler ou conserver ta chaleur. Donc, les deux peuvent servir au chauffage. Hey, c'est une belle phrase, ça. Les deux peuvent servir au chauffage. Mais si on ne veut pas se casser la tête, on peut aussi simplement mentionner que les deux n'émettent pas de GES.
Les deux ne produisent pas d'électricité, hein, parce qu'un panneau solaire thermique, ça capte la chaleur du soleil pour la distribuer dans ta maison. Puis une thermopompe, ça recycle l'air chaud de ta maison. Donc, ça ne produit pas d'électricité. On pourrait mentionner ça aussi. Les éoliennes et les panneaux solaires à cellules photovoltaïques. En passant, s'ils disent cellules voltaïques puis cellules photovoltaïques, c'est la même poutine. Ils ont juste oublié le mot photo. Les éoliennes, donc ces grandes hélices, et les panneaux solaires photovoltaïques. Ben, lui utilise le vent, lui utilise le soleil, fait que c'est pas la même source d'énergie, mais ils ont les mêmes avantages. Si tu veux pas te casser la tête, là, tu peux dire qu'ils ont les mêmes avantages. Donc, aucun GES, aucune pollution. On peut mentionner que les deux utilisent des énergies renouvelables. Donc, emploi des ressources renouvelables. Hein, le vent et puis le soleil, c'est des ressources renouvelables. Ressources renouvelables. Renouvelables. Et puis, si tu veux chercher un petit peu plus, tu peux penser à ça. Tu dirais, les deux vont réussir à te produire de l'électricité. Les deux servent à produire du courant électrique. Dernière question, ben, on a un tableau de résumé sur les avantages et inconvénients des ressources énergétiques de l'atmosphère. On nous demande de compléter toutes les colonnes, la colonne de l'énergie utilisée. Ben, on va faire ça en premier, après ça on fera les avantages et les inconvénients. Énergie utilisée par les éoliennes, c'est le vent. Hein, c'est ça la ressource, le vent. Pas l'air, le vent. Les panneaux solaires à cellules photovoltaïques. Quelle est la ressource utilisée pour les panneaux photovoltaïques? C'est le rayonnement du soleil, puis les panneaux solaires thermiques. Aussi, donc c'est le même pour les deux. Pour les deux ici, c'est la même chose, c'est le même avantage. Même ressource. Rayonnement solaire. Fais attention, si tu fais juste écrire lumière, là, c'est pas assez. Là. Lumière, c'est la lumière de ma lampe de poche, c'est pas assez pour faire fonctionner ces appareils-là. Tu sais. Rayonnement solaire, c'est la ressource utilisée. Et thermopompe, on l'avait mis à part, la thermopompe. Elle n'utilise pas le vent, elle n'utilise pas le soleil. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle recycle l'air. Donc, elle prend la chaleur qui est dans l'air de ta maison. Donc, on pourrait dire la chaleur de l'air ambiant, ou la chaleur de l'air. C'est sa ressource. Et ensuite, ça va la recycler ou l'évacuer. Les avantages. Je vous avais dit, il faut connaître les avantages de ces trois systèmes. Il n'y en a que deux. Aucun GES produit, on s'en rappelle. Ce n'est pas des sources d'énergie qui vont brûler de la matière, donc aucun GES produit. Aucune fumée, aucune contamination, donc aucune pollution à l'utilisation. Aucune pollution non plus. On pourrait aussi mentionner qu'elles sont renouvelables. Hein? C'est-tu renouvelable ou renouvelable? C'est renouvelable. Ça veut dire qu'il y a juste un L. Ouais, on dédouble la consonne pour créer le son « est » dans bien des mots. Comme « belle », mettons. Deux L, parce que sinon ce serait « belle ». Alors, renouvelable, aucune pollution, aucun GES. Attention, je vous en ai déjà mentionné rapidement en classe, quand on dit aucune pollution, aucun GES, c'est pendant son utilisation. Parce que pour fabriquer ces machines-là, pour fabriquer ces appareils, ça prend des usines qui, elles, sont sûrement polluantes et les matériaux qui sont dedans sont difficiles à recycler. Donc, le matériau, la construction de ces unités-là, c'est polluant, mais son utilisation, elle est propre. Avantage de la thermopompe, qu'est-ce qu'on avait noté, elle? On avait marqué que c'était quelque chose qui recycle la chaleur. Donc, on parle du recyclage de la chaleur. Recyclage de la chaleur. Et pourquoi c'est important? J'avais mentionné que la principale source de dépenses d'électricité en Amérique du Nord, au Québec en tout cas, c'est le chauffage. Alors, si tu peux recycler la chaleur avant de la garocher dehors, tu vas sauver beaucoup d'énergie en chauffage. Maintenant, des désavantages. Désavantages pour l'éolienne, désavantages pour les panneaux solaires photovoltaïques et désavantages pour thermopompes, panneaux solaires thermiques. Des avantages, c'est souvent les mêmes. On a parlé de faible rendement pour pas mal tout le monde. Faible rendement. On pourrait mettre la même chose pour les panneaux solaires photovoltaïques aussi. Là. Faible rendement aussi.
parce que c'est 15 à 20 seulement. Là. On avait mentionné aussi, soyons logiques, là, quel désavantage on a de l'éolienne, elle utilise le vent. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas? Ça ne fonctionne pas. Donc, dépend du vent, pas dépend de, dépend du vent. Et pour les cellules photovoltaïques, on a besoin de de la lumière, donc dépend du soleil, de l'ensoleillement, de l'ensoleillement. Et qu'est-ce qu'il y a de commun comme désavantage des panneaux solaires thermiques et thermopompes? Ni un ni l'autre ne produit d'électricité. Donc, pas de production d'électricité. On pourra se souvenir que pour la thermopompe, un de ses désavantages, c'est que quand il fait trop froid, ça ne fonctionne plus parce que ça recycle la chaleur. S'il n'y a pas de chaleur, ça ne marche pas. Pour les panneaux solaires thermiques, bien encore là, en hiver, si c'est couvert de neige, bien, le soleil ne pourra pas se rendre au panneau. Alors, on pourrait choisir plusieurs autres désavantages qui vont dans cette colonne-là. Ce sont des exemples qu'on a sortis ici. Ça fait beaucoup de stock, hein? Et tout ça, imagine, ce n'est qu'un seul chapitre. Quand on va étudier le chapitre 7 sur la lithosphère, l'hydrosphère, ça c'est comme le sol et l'eau, là on a fait l'air. Mais quand on va étudier la lithosphère et l'hydrosphère, le sol et l'eau, on va voir à peu près les mêmes choses. On va voir comment l'air bouge, comment se déplace autour de la Terre, quelles sont les ressources qu'on peut avoir, des ressources énergétiques qu'on peut tirer du sol, et puis des ressources énergétiques qu'on peut tirer de l'eau également. Fait que ça va se ressembler un peu. C'est pour ça qu'on les voit ensemble, ces deux chapitres-là. Ça complète la section de consolidation. Justement, la suite, c'est lithosphère, le sol, et hydrosphère, l'eau. Alors, on va avoir du beau travail devant nous. Alors, révisez bien, préparez-vous pour votre examen. Refaites vos exercices de consolidation, questionnez-vous à la maison, mettez vos parents à profit là-dedans pour qu'ils vous questionnent, et puis devenez meilleur grâce à ça. Puis surtout, découragez-vous pas, assurez-vous d'être toujours bien reposé quand vous travaillez, parce qu'un cerveau fatigué, c'est un cerveau qui ne veut pas apprendre dès le départ. Hein? Alors, bye bye tout le monde, à la prochaine.